Bonjour à tous et à tous. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs de cette journée pour leur invitation et je suis ravie de participer à cette discussion collective aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je vais continuer dans la veine érotique après l'annonce, conclusion par Patrick Vivray, mais en tout cas, c'est vrai que la contribution que je propose de faire complète tout à fait la sienne, dans la mesure où il a parfaitement, brillamment déconstruit les préjugés relatifs à cette notion de barbarie. Et je m'attacherai plutôt à la question de savoir quels sont les préjugés relatifs à cette idée que l'humanisme pourrait être une valeur à partager, sachant que j'y crois, mais que ça suppose une réflexion un peu plus détaillée. Alors, comme vous tous, bien sûr, je ne peux pas faire autrement que d'aborder cette question qui m'est posée, l'humanisme est-il une valeur à partager entre différentes cultures, sans tenir compte du contexte particulièrement troublé, des turbulences que nous traversons, comme ça a été joliment rappelé, à l'heure actuelle, suite aux attentats de janvier et de novembre. Bien évidemment, on ne se poserait pas la question de la valeur de l'humanisme avec une telle urgence si cette manière de voir l'homme n'avait pas été profondément ébranlée par une idéologie qui prétend lui faire concurrence. On ne se demanderait pas combien il convient de défendre cette tradition de pensée, celle qui accorde une place éminente à l'homme dans le monde, si cette tradition n'avait pas été contestée par ceux qui, au contraire, prônent le retour à un ordre religieux et la soumission des êtres humains à leur créateur. En effet, ce qui est effrayant dans le terrorisme djihadiste auquel on assiste aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'il emploie le langage de la force brute et aveugle pour atteindre ses objectifs politiques, mais c'est aussi qu'il semble s'appuyer sur la conviction morale, notamment de jeunes Français radicalisés, qui ont manifestement trouvé dans ce credo djihadiste quelque chose de plus attractif, de plus séduisant que les valeurs humanistes. Alors même si l'on a de bonnes raisons de douter de la profondeur spirituelle de leur motivation, ces adeptes du djihadisme se rassemblent malgré tout derrière une bannière religieuse qui prend les valeurs de l'humanisme occidental pour cible. Et ce qui nous place justement dans cette posture défensive qui a été rappelée à travers l'analyse de la question du rempart, puisque cela oblige ceux qui croient en l'humanisme à défendre leurs convictions d'une certaine manière, comme s'il s'agissait d'une foi parmi d'autres. Deuxièmement, le contexte actuel permet aussi de comprendre pourquoi nous nous posons cette question sur la valeur de l'humanisme dans les termes de la diversité culturelle. En effet, quand on cherche aujourd'hui à défendre la valeur de l'humanisme, on subit les effets d'une grille de lecture qu'on peut qualifier de culturalisée et qui domine l'interprétation des mouvements actuels réactionnaires et anti-humanistes. On l'a vu dans les analyses des attentats de janvier et de novembre, lorsque certains ont soutenu que c'était la culture politique française ou le mode de vie français qui aurait été la véritable cible des terroristes. On a donc assisté à un discours où l'humanisme est devenu l'objet de valeurs qui, alors qu'elles semblent être universelles, ont été en quelque sorte revendiquées comme nôtres, comme typiques d'une certaine culture nationale. Ça a été le cas en janvier à travers l'analyse de la liberté d'expression, puisqu'on sait bien que ce principe est reconnu dans toutes les grandes démocraties, mais il a été défendu à travers l'héritage explicite des Lumières françaises, et on a vu comment l'ironie et l'irrévérence de Voltaire étaient venues consacrer culturellement le droit au blasphème. C'est encore le cas plus récemment avec les attentats de novembre, certains ont défendu cette idée, et Jean-Pierre Sez l'a rappelé, que les terroristes avaient visé un certain mode de vie jugé typiquement français, celui de la jeunesse libérée et cosmopolite qui peuple les terrasses des cafés parisiens, et qui cultive l'art de profiter des plaisirs de la vie. Donc on assiste à cette culture humaniste qui est de plus en plus associée à un mode de vie français, s'opposerait symétriquement la vision d'une menace étrangère, largement associée dans l'opinion publique au problème d'intégration des musulmans en France, si bien qu'il résulte de cette opposition une tendance réelle à considérer que ce qui se joue derrière l'affrontement entre les valeurs humanistes d'un côté et la réaction religieuse de l'autre a partie liée avec des problèmes de repli identitaire et de distance culturelle. Pour clore ces remarques préliminaires, je considère donc que le contexte actuel pèse sur le sens de cette question et laisse apparaître en filigrane deux préoccupations sous-jacentes. D'abord, peut-on encore croire à l'humanisme à une époque où les clivages religieux et moraux redeviennent si forts qu'ils font douter de sa capacité à rassembler les individus? Ensuite, cet humanisme est-il à même de refonder la communauté des citoyens en dépit des tensions culturelles et identitaires qui semblent peser sur elle? Alors, ces deux remarques en tête, je reviens à la question initiale. À un premier niveau d'analyse, tant que le terme humanisme désigne de façon très générale le type de position morale qui reconnaît la dignité de l'être humain en tant qu'il est humain, on est naturellement conduit à supposer que toutes les cultures peuvent partager une telle valeur. Dans la mesure où l'être humain est par nature un être de culture, la diversité culturelle est paradoxalement ce qui manifeste l'unité du genre humain. En effet, ce n'est pas dans l'homogénéité d'un même mode de vie que les individus s'humanisent, mais dans la pluralité des formes de vie symboliques que revêt le processus de socialisation.
pluralité des langues, des systèmes de parenté, des croyances religieuses, des codes juridiques, des gouvernements politiques, des réalisations artistiques, des pratiques quotidiennes. Dès lors, si l'on peut dire avec Terence que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, c'est bien que l'écart culturel entre nous et les autres, aussi grand soit-il, ne suffit pas à faire éclater l'unité du genre humain. Alors on trouve ici un premier modèle, celui de la traduction linguistique, pour penser une voie afin de comprendre la convergence des différentes cultures autour de la reconnaissance d'une commune humanité. En effet, une langue étrangère ne l'est jamais au point d'être totalement intraduisible. Je n'ai pas besoin de comprendre un étranger qui me parle pour saisir que la phrase qu'il prononce signifie quelque chose et qu'un effort de décryptage pourrait en révéler le sens. De même, faut-il s'attendre, d'après Charles Taylor lorsqu'il défend les politiques multiculturelles, faut-il s'attendre à ce que toutes les grandes cultures, celles qui ont marqué l'histoire des hommes, aient quelque chose d'important à nous apprendre sur l'être humain? Mais charge à nous de nous engager dans ce patient travail de décryptage et dans le dialogue interculturel qui permet de saisir le sens de cet enseignement. Alors l'analyse, bien évidemment, ne peut pas en rester à un tel niveau de généralité, car l'humanisme ne désigne pas seulement la reconnaissance de notre commune humanité par-delà la diversité culturelle, il plonge aussi ses racines dans une tradition historique particulière, et à ce titre, il s'avère porteur d'une certaine culture. Comme cela a été rappelé dans l'introduction, le mot d'humanista apparaît dans l'Italie de la Renaissance pour désigner celui qui s'adonne aux études littéraires, au studia humanitatis, celui qui, comme Pétrarque ou Pic de la Mirandole, exhume les textes des anciens grecs et latins afin d'en tirer un modèle existentiel qui essaimera par la suite dans toutes les grandes cours européennes et qui popularisera une nouvelle vision des rapports entre l'homme et le monde. Au modèle contemplatif qui inspirait la scolastique médiévale, principalement préoccupée de questions métaphysiques relatives à la nature de Dieu et de l'être, les humanistes substituent celui de la vita activa et mettent le savoir au service du perfectionnement moral et politique de l'être humain. La grande innovation de la tradition humaniste a ainsi été de faire de la culture de l'esprit, la cultura animi, la clé d'un tel perfectionnement existentiel. Pour les humanistes de la Renaissance, donc, le savoir n'a pas vocation à enseigner aux hommes la place subordonnée qui est la leur dans le cosmos, comme le pensaient les scolastiques. Il doit au contraire les inciter à assumer leur éminence ontologique. L'homme, en effet, n'est pas une créature parmi d'autres, il est à la fois centre et médiation de l'univers. La formation de l'esprit qu'il acquiert au contact de la sagesse des anciens est ce qui lui permet de s'arracher à l'animalité à laquelle il appartient par son corps et ses pulsions. L'homme s'affirme ainsi comme un médiateur entre plusieurs niveaux ontologiques, entre le sensible et l'intelligible, entre la matière et l'esprit, à l'image du centaure qui occupe une place centrale dans l'imaginaire des humanistes. Ramenée à ses origines historiques, la tradition de l'humanisme européen se présente donc comme l'un des soubassements culturels de la modernité occidentale. On y trouve les prémices de plusieurs tendances qui s'affirmeront par la suite dans les grandes œuvres théoriques et philosophiques de la modernité, et j'en mentionnerai rapidement 3. Une tendance qu'on peut qualifier de rationaliste, qui repose sur la confiance dans la capacité de l'individu à s'arracher de l'ordre des choses par les seules ressources de sa raison. Une tendance qu'on peut qualifier d'anticonformiste, c'est-à-dire qui valorise l'esprit critique contre l'autorité de la tradition. Et enfin, une tendance qui s'affirmera plus tard avec la science moderne, techniciste, qui valorise la maîtrise technique de l'environnement. Alors, ce rappel historique permet immédiatement de voir les difficultés qu'il y a à rassembler différentes cultures autour de cette forme culturelle qu'est l'humanisme européen. On voit bien que toutes les cultures n'envisagent pas dans les mêmes termes la culture de l'esprit, ni le type de perfectionnement humain que cette culture de l'esprit est censée réaliser. Tandis que la culture humaniste insiste sur l'autodétermination de l'individu par sa raison, la culture confucianiste, par exemple, valorise l'inscription de l'individu dans sa communauté et accorde un rôle crucial au culte des ancêtres et au respect des traditions. Là où la culture humaniste voit dans la vita activa la clé de l'émancipation humaine, la culture bouddhiste, au contraire, insiste sur la nécessité du détachement absolu du monde afin de sortir du cycle infernal des souffrances liées au désir. Alors que la culture humaniste adopte sans réserve une vision anthropocentrique du monde, la culture hindouiste ne sacralise pas l'homme aux dépens des animaux, mais réserve une part de divinité à ces derniers, une part de divinité qui s'étend jusqu'aux choses dans les cultures animistes. Enfin, de façon plus générale, la culture humaniste parle peu aux cultures traditionnalistes, puisqu'elle reste attachée au respect des dogmes et des devoirs religieux et qu'elle ne croit pas que la raison puisse donner sens à l'existence humaine sans les enseignements de la foi. Alors, ces quelques exemples suffisent pour rappeler que la diversité culturelle manifeste une gamme extrêmement variée de systèmes de représentation et de croyances, et que cette variété peut conduire à des désaccords moraux profonds quand il s'agit de répondre aux grandes questions existentielles.
D'après le philosophe libéral John Rawls, ce type de désaccord est un des faits incontournables du monde moderne qui est né de l'expérience des guerres de religion, un fait qu'il appelle le fait du pluralisme avec lequel nous devons composer, c'est-à-dire que nous devons cesser de croire, renoncer à l'illusion selon laquelle nous pourrions réduire cette diversité des valeurs en rassemblant les hommes autour d'un même credo moral, celui de l'humanisme dans sa version occidentale notamment. Ce qu'il faut éviter à tout prix aux yeux d'un libéral comme Rawls, ce serait de tomber dans l'écueil d'un humanisme intolérant. Même si l'humanisme semble à première vue défendre des valeurs universelles, puisqu'il met en avant la capacité de tout homme à s'autodéterminer grâce au pouvoir de sa raison, il peut se transformer en une philosophie sectaire à partir du moment où il prétend imposer cette conception de la vie et du monde à des personnes qui n'y adhèrent pas. Pour Rawls, c'est la tolérance qui s'impose face à ce type de désaccord moral, et cette tolérance ne doit pas nous amener à en conclure que l'on tombe dans un relativisme moral. Tel que la défend John Rawls, on peut voir au contraire une voie théorique pour penser le rapprochement des différentes cultures autour du respect de la dignité humaine. Et dans cette perspective, plutôt que d'envisager l'humanisme comme une valeur morale substantielle qui repose sur une certaine métaphysique et qui engage un idéal particulier de la perfection individuelle, la tolérance inviterait à revisiter l'humanisme comme un principe politique qui resterait agnostique quant à la signification ultime de l'existence humaine. Cette voie de la tolérance libérale ne renonce pas complètement à la visée rationnelle de la tradition humaniste, seulement elle reformule cette visée rationnelle en des termes plus modestes. La tolérance exige des citoyens aux croyances diverses qu'ils soient raisonnables, c'est-à-dire qu'ils acceptent de justifier les termes de leur vie commune à partir de raisons suffisamment neutres moralement pour être acceptables de tous. Mais ces raisons que Rawls qualifie de politiques restent relativement indépendantes des raisons morales qui guident leur existence. Les Amish, pour reprendre son exemple, admettent ainsi la liberté de conscience comme un principe politique, puisque c'est le seul qui permette à des personnes aux croyances diverses de cohabiter ensemble, mais ils n'en font pas une valeur morale intrinsèque, puisqu'ils considèrent au contraire qu'il est extrêmement condamnable pour un membre de leur communauté de renoncer à sa foi. Donc dans cette perspective de la tolérance libérale, la raison ne représenterait plus la faculté qui permet à l'homme de réaliser un certain type de perfection morale, elle serait seulement ce qui permet aux individus de se retrouver autour de principes communs, en dépit de leurs désaccords moraux profonds. Alors que faut-il penser de cette voie politique qui se présente comme un antidote au danger d'un humanisme intolérant et sectaire ? Une première difficulté vient du fait que le consensus politique auquel pense Rawls n'offre pas un véritable modèle de partage. Il repose au contraire sur l'idée que les citoyens doivent mettre entre parenthèses leurs convictions religieuses, morales et philosophiques lorsqu'ils s'adressent à leurs concitoyens. Non qu'ils doivent y renoncer personnellement, mais simplement parce que ce type de raison, publiquement, n'est pas acceptable par tous. À ce titre, on voit bien que la tolérance dessine plus le modèle d'une cohabitation interculturelle que celui d'un véritable dialogue interculturel. Ensuite, la tolérance induit une vision biaisée des groupes culturels, puisqu'elle semble présupposer qu'il existe de facto des cultures libérales d'un côté, à savoir celles qui sont héritières de l'humanisme occidental, et des cultures traditionnelles de l'autre, celles qui seraient étrangères à cette culture, et que la seule question pertinente à se poser serait celle du consensus qu'il est possible d'établir entre elles. Or, un tel présupposé pose évidemment problème, car il induit une vision essentialisée des groupes culturels. Pourquoi supposer en effet que certains groupes culturels seraient en tant que tels spontanément attachés à la liberté individuelle et aux vertus émancipatrices de la raison, quand d'autres seraient naturellement traditionnalistes et conservateurs ? Pourquoi figer ainsi les cultures comme si chacune d'elles constituait une vision du monde unifiée et homogène ? D'abord, il est évident que chaque culture est traversée par une diversité de courants d'interprétation et d'évaluation des croyances dont elles sont porteuses. C'est très clair dans le cas des cultures religieuses que j'ai citées comme exemple de pluralisme des valeurs, puisqu'on trouve au sein de chacune d'elles des courants fondamentalistes et rigoristes qui s'opposent à d'autres courants libéraux et modernistes. Ensuite, les exemples que j'ai donnés ne doivent pas occulter le fait que la diversité culturelle excède évidemment largement le champ de la diversité religieuse. Pensons aux cultures nationales, aux modes de vie qui sont inspirés par certains courants artistiques, la culture rock, la culture rap, ou qui sont associés à certains groupes minoritaires, la culture gay, ou à certains groupes sociaux, la culture jeune. La variété de ces exemples suggère que même lorsqu'on s'intéresse aux cultures qui sont étroitement corrélées aux religions, la culture possède toujours plusieurs dimensions. D'abord, une dimension cognitive, qui se rapporte au dogme, où la religion désigne un certain discours de vérité sur le monde. Une dimension plus subjective, celle de la foi, où la religion renvoie à une certaine manière pour l'individu de se rapporter à la divinité. Et enfin, une dimension pratique, où la religion se rapporte aux rites, aux cultes, autour desquels une communauté humaine se constitue et dans lesquels elle se reconnaît.
Dans cette dernière dimension, qui se manifeste surtout au travers d'un mode de vie, de pratiques collectives, ce ne sont pas tant les convictions métaphysiques et morales des individus qui comptent que leur sentiment d'appartenance et leur rapport d'identification à ses membres. Adopter une vision plus large et diversifiée des faits culturels conduit ainsi à cesser d'envisager les cultures comme des entités indépendantes, préétablies, pour les analyser plutôt dans leur rapport dynamique. Un groupe culturel n'existe pas en tant que tel, mais il se constitue dans sa relation à un ou plusieurs autres groupes sociaux. C'est dans la confrontation avec la différence des modes de vie, des pratiques d'autres groupes qu'il prend conscience de lui-même en tant que groupe. Il arrive aussi que le groupe soit parfois le produit d'une assignation qui lui est extérieure, comme on l'a pu observer dans le cas des Juifs assimilés de l'Allemagne des années 30, puisque c'est l'antisémitisme ambiant qui les a conduits à prendre conscience qu'ils étaient identifiés comme juifs. Par ailleurs, un individu, bien sûr, n'appartient jamais à un seul groupe, mais partage des affinités culturelles avec différents types de groupes. Or, cette perspective sur les groupes culturels, qui les envisage dans leur dimension interactive, dynamique et plurielle, invite à changer de regard sur l'idéal humaniste. On peut alors envisager autrement le problème que soulève le fait de l'ériger en valeur commune. Il ne s'agit plus ici de reprocher à l'humanisme d'imposer une vérité morale à laquelle des personnes issues de cultures différentes n'adhéreraient pas, celle de l'émancipation individuelle par la raison notamment, mais plutôt de devenir attentif à la façon dont cet idéal lui-même a pu contribuer à bâtir des frontières entre les groupes humains et à construire les différences culturelles. En effet, l'idéal humaniste, bien qu'attaché à une vision universelle de la dignité humaine, est né, comme je l'ai rappelé, sous une forme particulière, celui du contexte de la Renaissance italienne. Il a ainsi contribué à faire d'une forme de vie particulière une norme culturelle à l'aune duquel les Européens en sont venus par la suite à comparer, évaluer et hiérarchiser les groupes humains qui leur semblaient tout simplement différents d'eux parce que leur apparence n'était pas la même, leur langue différait, leurs pratiques les surprenaient. L'idéal humaniste a donc été assis à l'origine d'un processus de normalisation au cours duquel certains groupes sociaux se sont érigés en modèles de civilisation et ont pu interpréter comme signe de déviance et d'infériorité toute différence par rapport à cette norme. Ce processus de normalisation des groupes humains s'est confirmé quand la raison humaniste a pris les traits plus rigoureux et mathématiques de la science moderne et quand cette science moderne a fait des hommes son objet d'étude, comme l'ont montré les travaux de Michel Foucault. Au XIXe siècle, on observe ainsi en Europe, avec l'apparition de la science médicale, de la phrénologie, de la physiognomonie, de l'histoire naturelle, de l'ethnographie, l'émergence de classification et de hiérarchisation du genre humain, par lesquelles les hommes blancs européens, qui détenaient alors le monopole du savoir, ont pu abaisser des peuples entiers au rang de race inférieure. On retrouve alors à l'œuvre, dans le racisme scientifique qui se développe, la dualité originelle établie par les humanistes italiens entre la part corporelle et la part rationnelle de l'être humain. Dans le discours moderne des sciences humaines, cette dualité vient consacrer l'opposition entre occidentaux et orientaux, entre blancs et noirs, entre hommes civilisés et hommes sauvages, les seconds étant jugés encore ancrés dans la nature, proches de l'animal, toujours asservis par leurs pulsions. On voit donc qu'historiquement, l'idéal humaniste a pu être à l'origine d'un processus d'impérialisme culturel dans lequel un groupe social a universalisé son expérience et l'a institutionnalisé comme norme. Alors, il devient difficile, face à cette situation, de rassembler les différentes cultures autour de la valeur de l'humanisme. Mais cette difficulté ne tient plus à présent à un éventuel désaccord moral entre visions du monde opposées. La difficulté tient à présent au processus d'invisibilisation que subissent les groupes culturels ainsi assignés à leurs différences. Alors on pourrait croire qu'aujourd'hui les dérives de cette raison moderne appartiennent au passé, puisque les pseudosciences raciales ont été infirmées par les découvertes de la génétique. Pourtant, les normes qui ont justifié explicitement, fut un temps, la supériorité morale des personnes qui détenaient le savoir, semblent toujours avoir des effets profonds sur la structuration des groupes sociaux. Les groupes victimes de racisme, mais on peut étendre la question au sexisme, au jeunisme, à l'hétérosexisme, continuent de subir des formes d'impérialisme culturel dans la mesure où la culture dominante tend toujours à les enfermer dans leur corps, généralement un corps jugé pathologique, abject, qui suscite la méfiance. Tandis que cette culture laisse aux dominants l'illusion de croire qu'ils incarnent un sujet normal, capable de raison et de jugement critique. Pour ces groupes dominés, faire l'expérience de l'impérialisme culturel, comme l'a souligné la philosophe Iris Marion Young, repose sur cette expérience très paradoxale qui consiste à la fois à être invisible et hypervisible. Invisible parce que leur expérience propre et leur forme de vie particulière ne sont pas prises en compte par la culture dominante, mais hypervisible parce que le dominant marque le dominé d'un stigmate, lui impose une identité stéréotypée et dégradée dans laquelle il ne se reconnaît pas.
Faut-il en déduire que l'humanisme est intrinsèquement impérialiste et qu'à ce titre, il est condamné à monter les groupes culturels les uns contre les autres au lieu de les rassembler autour d'une valeur commune? Ce serait évidemment une conclusion trop rapide, puisque l'on voit bien que la critique de l'impérialisme culturel a elle-même besoin d'un certain idéal humain pour faire sens. L'impérialisme culturel est condamnable précisément parce qu'il opprime certains groupes et qu'il empêche leurs membres de s'épanouir en tant qu'humains. Dès lors, loin d'être obsolète, l'idéal humaniste garde un sens, à condition toutefois de s'arrimer fortement à une conscience critique, une conscience capable de déconstruire les processus sociaux qui stigmatisent certains groupes culturels et qui les réduisent au silence en les marginalisant. Or, une telle conscience critique ne peut pas exister, comme le pensaient les premiers humanistes, sans raison ni faculté de juger, même si la raison dont l'humanisme critique a dorénavant besoin ne peut plus se contenter des formes qu'elle a prises à l'origine, mais doit compter avec l'évolution des sciences et du savoir. C'est donc, me semble-t-il, sur la voie de cet humanisme critique qu'il faut s'engager résolument si l'on veut répondre correctement aux deux sous-questions que j'ai posées pour commencer. Je les rappelle. D'abord, peut-on croire à l'humanisme à une époque où les clivages religieux et moraux semblent redevenir si forts qu'ils font douter de sa capacité à rassembler les individus? Et seconde question, cet humanisme est-il à même de refonder la communauté de citoyens en dépit des tensions culturelles et identitaires? Face à ces interrogations, l'humanisme critique invite à ne pas réduire l'idéal humaniste à un type de croyance parmi d'autres, mais à rappeler au contraire sa capacité à transcender les clivages moraux. L'humanisme en est capable précisément si on ne l'envisage pas comme une vision du monde déterminée, mais plutôt comme un opérateur critique, capable de débusquer les biais culturels qui confortent les processus d'oppression et capable, en déconstruisant l'illusion de la culture majoritaire à incarner l'universel, de réhabiliter dans leur dignité les formes culturellement diverses de notre humanité.